Bonjour, nous sommes en Suisse, précisément à Genève. Souvenez-vous, la dernière fois, lors d'une émission à Lausanne avec M. Bafoy, je vous avais promis de vous sortir de l'ombre tous les intellectuels congolais qui sont tapis dans l'ombre dans ces pays merveilleux qu'est la Suisse. Alors aujourd'hui, nous sommes devant un intellectuel, pas des moindres, parce que c'est une grosse pointure, avec une grande expérience nationale et internationale. Il coule une retraite que je dirais heureuse dans sa maison musée à Genève. On va lui tirer les verres du nez parce qu'on dit souvent que les aînés ne transmettent pas leurs connaissances aux jeunes. Aujourd'hui, nous allons beaucoup apprendre sur certains sujets qui nous permettront de comprendre pourquoi, d'où nous venons, où nous en sommes et pourquoi nous en sommes là. Il s'appelle Malou. Anatole Malou, et on l'appelle le patriarche. Ma première question sera d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on vous appelle patriarche? Ah, ça d'abord c'est une surprise. Je croyais jusqu'il y a peu que c'était un terme qui m'était réservé dans le cadre de ma famille. Comme j'ai des enfants, des petits-enfants, des neveux, des petits-neveux, et ça commence à faire une très grande famille. Alors de plus en plus, mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-neveux, mes petites-nièces ont tendance à m'appeler maintenant patriarche, parfois en rigolant, parfois tout simplement parce qu'ils estiment qu'il serait temps que je porte ce titre. Mais en dehors de la famille, c'est une seule fois que je me suis entendu appeler comme ça, j'ai dit « Oh là là, là, ça risque de me mettre en contradiction avec certaines grosses pointures politiques qui sont au pays, qui sont des patriarches. » Et ça commence à se galvauder comme terme. Et là, je n'étais pas très chaud. Je suis patriarche dans ma famille. D'autant plus que j'ai d'autres aînés ici qui pourraient mériter le titre si c'est une question d'âge. Voilà, alors nous allons vous découvrir un peu plus. Oui. Donc vous avez étudié à l'université de Kinshasa. Oui. Et vous avez fini à quel niveau et quelle faculté? Ah, j'ai fait l'école nationale de droit et d'administration, l'ENDA à l'époque, et j'ai fait le droit. Et après avoir fait le droit donc de 1962 à 1966, donc conformément au système de formation de l'ENDA à l'époque, puisque dès qu'on commençait ce cycle de formation, on était nommé fonctionnaire. Et on terminait, on entrait directement dans la carrière administrative comme magistrat, administrateur, dans le domaine économique, dans le domaine de l'administration, etc. En ce qui me concerne, j'avais fait la filière droit et à la dernière année, je suis venu en stage pendant 6 mois au tribunal administratif de Versailles, en France, parce que je me destinais à la spécialisation en droit administratif. Et ensuite, j'ai fait aussi un stage pendant la même période dans les services juridiques de l'Assemblée nationale française. Oui, mais après, on vous nomme magistrat à Bandundouville, vous refusez. Ah, ça c'est une affaire compliquée. Je n'ai pas refusé, donc je suis nommé magistrat, mais étant donné que j'étais un des dirigeants du mouvement de l'Union Générale des Étudiants Congolais, de l'UGEC, que tout le monde a connu, et qu'à l'époque, nous avions énormément de problèmes avec le régime en place, parce que nous, dès 1963, au deuxième congrès de l'UGEC, nous avons décidé de rompre avec nos aînés, c'est-à-dire les premiers universitaires congolais, considérant qu'ils avaient trahi le peuple congolais, parce qu'ils se sont compromis dans toutes sortes de choses. Et à l'époque, nous sommes devenus vraiment l'aile très progressiste, et nous avons orienté, disons, l'UGEC, l'ensemble du mouvement étudiant, au Congo et à l'étranger, dans des positions beaucoup plus radicales dans les choix de l'orientation du pays. Ce qui, forcément, devrait vous mettre en conflit avec le maréchal Mobutu. Ça nous a mis en très grand conflit avec le maréchal Mobutu, et avant lui,
hein, avant qu'il n'ait fait son coup d'État, parce qu'il nous a fait des avances quand il est arrivé au pouvoir. Notre radicalisation avait commencé avant, en 1963, au deuxième congrès. Et à cette époque-là, c'était vers la fin de la sécession du Katanga, nous avions mobilisé déjà l'ensemble des étudiants pour nous opposer à la sécession katangaise. Et quand on a mis fin à la sécession katangaise, nous étions déjà en bisbille avec le gouvernement Adoula, parce que nous ne voulions pas nous inféoder au pouvoir en tant que tel. Nous voulions garder une position critique sans nécessairement être négatif, mais avoir une certaine indépendance par rapport au gouvernement, ne serait-ce que pour faire la différence avec nos anciens qui s'étaient compromis dans toutes sortes de choses. Alors, juste pour mettre ce que vous dites en perspective, oui. Monsieur Étienne Tshisekedi à l'époque, qui est-ce qu'il était? Parce que là, avec les dates à brûle pour point, j'ai du mal à me situer. Monsieur Tshisekedi, avant que Mobutu ne vienne au pouvoir, bon, vous m'excuserez si je commence à avoir quelques confusions dans les dates, mais à un moment donné, il a été recteur de l'École nationale d'administration. Bon, ça c'était avant de s'engager carrément dans le coup d'État de Mobutu et tout ce qui a suivi après. Donc pendant cette période, Tshisekedi, parmi d'autres fonctions, était recteur de l'École nationale d'administration. Alors, vous n'avez toujours pas clairement expliqué pourquoi vous avez refusé ce poste à Bandundu-Ville. Mais parce que ça vient beaucoup plus tard. Ça, c'est déjà après que Mobutu ait pris le pouvoir. Donc, en 1965, Mobutu prend le pouvoir et dès le départ, nous avions indiqué en tant que comité exécutif national de l'UJEC que nous pouvions encourager un certain nombre de choses pour remettre le pays sur pied, mais nous ne voulions pas participer à n'importe quel gouvernement sans savoir où il nous menait. Il y avait des conditions à cela. Mais dans notre sein, Mobutu a récupéré certaines personnes. A récupéré certaines personnes. Donc jusque-là, je suis étudiant, donc je ne suis pas encore dans la perspective de la magistrature et des problèmes qui ont suivi après. Un d'entre nous qui a accepté de franchir le pas, c'est Wakamanda, qui est entré directement dans les services de la présidence de la République, avec Mobutu, dont il est devenu secrétaire général de la présidence, etc., etc., et toute sa carrière qui s'en est suivie. Alors, nous sommes restés en dehors. Mobutu nous a amadoués pendant quelque temps. Mais nous arrivons au congrès de 66, nous radicalisons la position de l'UJEC, parce que nous venions de voir que le régime de Mobutu n'était pas ce que on pensait qu'il devait être. Et nous radicalisons notre position, mais nous avons juste aménagé les choses pour que nous puissions tenir un congrès, pour que nous puissions passer le relais. Parce qu'en ce moment-là, moi je me trouvais dans la situation de fonctionnaire, le président de l'UJEC, qui était Nkanza Dolomingo, professeur de mathématiques, lui, il était professeur, effectivement, et avec tous les problèmes que nous avions eus depuis 1963, la radicalisation, bon, je dois reconnaître qu'en ce moment-là, nous étions en train de lorgner vers les nationalistes qui se battaient à l'est du pays, les lumumbistes, etc. Et nous disions que le mouvement étudiant devait rester une force de progrès, mais nous, en tant que tels, nous pouvions franchir le pas individuellement pour rejoindre des forces de combat autrement. Maintenant, les formes de combat, est-ce que c'est dans la clandestinité en restant à Kinshasa, même dans des fonctions publiques? Est-ce que c'est rejoindre le front à l'est ou dans le Kwilu, des choses comme ça? Bon, tout ça était à discuter, mais nous avons
voulu, au congrès de l'UGEC en 1966, passer la main. Mais les choses ne se sont pas passées comme cela. C'est en ce moment-là, en tout cas, que nous avons consommé la rupture avec le régime de Mobutu. Un de ces nationalistes que vous lorgnez à l'Est a trahi le pays. Il s'agit de M. Antoine Gizenga. Oui, Antoine Gizenga était déjà problématique avant. Ce n'était pas le plus combattant des combattants. Il était presque dans une fonction honorifique de président du mouvement, etc. Mais il y avait beaucoup d'autres forces qui étaient en train d'émerger dans ces combats-là. Alors, vous avez créé une revue qu'on a connue étant jeune, oui. C'était la revue africaine. Expliquez-nous un peu l'épopée de la naissance de cette revue. Quelle revue africaine? Comment ça s'appelait? Celui que vous avez créé avec un collègue. Vous avez la REVAF. À l'époque, dans le cadre de l'UGEC, la seule revue que nous avions créée s'appelait Avant-Garde. Oui, Avant-Garde, mais après, ça a pris un autre nom, non? Non, ça n'est pas allé beaucoup plus loin, parce que là, souvent, on fait la confusion entre des revues créées par l'UGEC dans son ensemble, qui regroupait l'ensemble des étudiants congolais dans le monde entier, et des revues par exemple qui étaient de l'AGEL, qui est l'association des étudiants de l'université Lovanium. Parfois il y a des confusions dans ce sens, mais l'UGEC en tant que tel n'avait pas créé une autre revue que la revue Avant-Garde. Ben après, comment se fait-il que vous vous soyez retrouvé en Europe? Eh bien, je reviens d'abord sur la première question. Mais c'est très long, hein, parce que il faut résumer en quelques mots des périodes de combat très rudes, mais c'est un pan de l'histoire congolaise. Hein, et d'ailleurs, vous pourrez vérifier un certain nombre de ces choses dont je parle, et c'est comme ça que vous comprendrez quand je suis venu en Europe. Vous savez, il y a les publications du CRISP, Centre de recherche et d'information sociopolitique, qui a publié toute l'histoire politique du Congo depuis 1959, et ça s'est arrêté à 1967. Et vous comprendrez comment ça s'est arrêté, parce que ça fait partie de la page, c'est une page de la politique nationale. Donc je reviens à la première question de la magistrature. Donc, lorsque nous avons des problèmes, Mobutu nous tend une dernière perche en 67. Il nous invite à participer à la création du MPR. Nous refusons catégoriquement. Nous disons non. Mais à la limite, nous pouvons participer à la réflexion pour savoir ce que nous pouvons faire. Il dit non, vous pouvez vous occuper de la jeunesse. Nous disons oui, nous sommes prêts à prendre en charge l'organisation de la jeunesse, mais pas dans un parti unique. Donc c'était les discussions sur le CVR, Corps des volontaires de la République à l'époque. Donc nous participons à des discussions, mais elles n'ont pas abouti, et nous avons refusé de nous engager dans ce jeu. Et Mobutu, devenant de plus en plus autoritaire, avec son truc de nationalisation, de fausse nationalisation, etc., sur lesquels nous avons pris des positions très radicales, qui sont documentées, pour dire non. C'est une fumisterie. Et à cette époque, Mobutu a décidé de ne plus nous faire de cadeaux, et un certain nombre de nos malheurs ont commencé. Nous avons commencé à être traqués. À l'époque, je fais un petit retour en arrière. Lorsque je termine les études, en 66, Mobutu commence sa carrière de dictateur avec ces fausses ruptures avec les Belges, etc. On crée, il renvoie les professeurs belges, et on dit tous les universitaires qui terminent cette année-là sont mobilisés dans le service civique obligatoire pour aller enseigner et remplacer les Belges. Bon, dans ce mouvement, moi, je suis
nommé, je suis envoyé à l'Athénée de Saint-Jean, de Lingwala, à Lingwala aujourd'hui. L'Athénée de Saint-Jean, c'était un des grands établissements à l'époque, école secondaire, donc pour aller enseigner là. Mais j'étais toujours responsable de l'UGEC. Je vais dans cet Athénée et j'enseigne. Quelque temps après, on vient m'expulser de là parce que tout simplement, le gouvernement estimait que je faisais de la subversion. Parce qu'entre-temps, on a créé la Fédération des écoles secondaires comme une section de l'UGEC. Et nous avions commencé à organiser des conférences pour les élèves du secondaire. Comme j'enseignais l'histoire, je disais par exemple, et ce n'était pas mon cas seulement, mais avec d'autres camarades de l'UGEC aussi, on était assez organisés dans ce sens, je disais à mes élèves, soyons sérieux, je vous donne le cours officiel pour que vous réussissiez, mais nous gagnons quelques minutes, et si vous voulez en dehors, on reste pour que je vous enseigne la vraie histoire du Congo qui n'est pas dans les manuels scolaires. Ça n'a pas beaucoup plu dans la hiérarchie du gouvernement, et même à l'Athénée même, le préfet était un Haïtien, il n'a pas beaucoup apprécié ça. Alors, on m'a sorti de là, un jour on m'a interdit de remettre les pieds dans mon Athénée, et je suis nommé dans une administration là, etc. Et puis on dit après tout, après tout, il est magistrat, il est sorti de l'ENA, c'est un fonctionnaire, on le nomme magistrat. On me nomme magistrat affecté à Lubumbashi. Mais il m'est interdit, comme aux autres dirigeants de l'UGEC, de sortir du périmètre de Kinshasa. C'est dichotomique? Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas la seule dichotomie sous ce régime-là, et sous d'autres plus tard. Donc, je ne suis pas en état d'arrestation, je suis assigné à résidence à Kinshasa. Je suis magistrat à Lubumbashi, mais je n'ai pas de fonction, je n'ai pas de salaire. Et puis, il y a les grèves de 1967 à l'université. Je suis arrêté sur le campus et enfermé au camp Kokolo. On me dit qu'on m'a pris en flagrant délit en train de foutre le bordel à l'université. Mais c'était une grève très très réussie, effectivement. On m'a pris en train de réorganiser le mouvement parce que, entre-temps, l'association des étudiants de l'Ovanium, qui avait lancé la grève, en fait pour faire de la surenchère par rapport à l'UGEC, parce qu'ils étaient déjà infiltrés par le pouvoir en tant que tel. À l'époque, c'est Nzandabwana, qui deviendra plus tard une autorité du régime. C'est ce groupe-là, et puis l'autre là, qui a encore une autorité au Parlement, là, j'ai oublié le nom. Donc il y a un groupe de gens qui ont rejoint le pouvoir, etc. Mais lorsque je suis arrêté en ce moment-là, j'ai été relâché au bout de quelques heures dans la nuit parce qu'il y avait beaucoup de pression des mouvements internationaux d'étudiants. Et les événements de 1969, vous ont trouvé où? J'y arrive. Je vais vite en besogne. Oui. Donc, parce que pour comprendre ça, il faut en finir avec ça. Donc, en 67, après la grève de l'Ovanium, à un moment donné, les choses se radicalisent. Mobutu dit qu'il en a marre de l'UGEC. Et il nous a insultés publiquement dans un des meetings de l'époque. On peut trouver les traces. Il disait que nous étions pro-chinois. Depuis quand est-ce que l'UGEC a amené le riz des Chinois pour nourrir les Congolais qui mouraient de faim? Bon, ça c'est dans un meeting public. Mais ce qui se passe en ce moment-là, c'est qu'il nous a déclaré la guerre ouvertement. Nkanza Dolomingo a été arrêté en tant que président de l'UGEC,
Et nous avons été prévenus de ce qui se passait et nous avions convenu. Ce serait difficile d'entrer dans les détails, mais comme nous savions qu'on venait l'arrêter et qu'on ne pouvait pas faire autrement, nous nous sommes organisés pour que nous ne soyons pas tous arrêtés en même temps. Il a été arrêté et moi je me suis planqué, j'ai dû vivre dans la clandestinité, dans Kinshasa même, pendant plusieurs mois. Il a été amené à Makala. Et puis, dans la chasse qu'on me faisait pour me retrouver, on a arrêté un de nos militants qui nous servait d'intermédiaire avec les étudiants. On l'a enfermé avec Nkanza. Et un certain temps après, on les a transférés à Louzoumou. Du nouveau en Suisse à Lausanne, NAS4 TV. NAS4 TV, c'est notre télévision qui se trouve en Suisse pour la diaspora congolaise, pour la diaspora de tous les pays et même pour les originaires de Suisse et de Lausanne. Vous avez votre publicité, vous avez votre magasin, vous avez vos campagnes d'évangélisation, vos messages, vos prédications. L'endroit idéal pour faire passer votre message, NAS4 TV. Parce que ici, c'est la qualité. NAS4 TV, c'est le meilleur, c'est l'excellence. Tout ce que vous avez de meilleur, vous pouvez le sortir ici et cela sera diffusé partout. NAS4 TV, c'est la classe. NAS4 TV, c'est un travail minutieux, précis et de qualité très supérieure. NAS4 TV, c'est super. NAS4 TV, c'est vous. NAS4 TV, c'est vous. Bon, et c'est pendant ce temps-là, les choses se relâchent, on décide de ne plus m'arrêter parce qu'il y avait toujours la pression du mouvement international des étudiants. Parce que nous étions membres des 2 plus grands mouvements internationaux. Et eux, ils pouvaient faire pression sur leur gouvernement quand il y avait des événements de ce genre. Et ça nous sauvait la vie quand on pouvait plus ou moins entendre ce genre de protestation. C'est dans ces circonstances-là qu'à un moment donné, on décide, bon, ok, on ne m'arrête pas. Comme je suis magistrat, on va me reléguer, comme on disait. Et c'est là qu'on me nomme à Kenge. On me nomme magistrat à Kenge. Et moi, j'étais magistrat du parquet. On décide que je serai juge à Kenge. Dans un bled, mais qui avait une très grande juridiction. Mais en fait, c'était une relégation, puisque ma famille, j'étais déjà marié, j'avais 2 enfants, non, 2 enfants en ce moment-là, qui sont restés à Kinshasa, et je suis allé à mon poste à Kenge. C'est en ce moment-là que Tshisekedi a des problèmes avec l'autre ministre, Nsinga. Les chaises musicales commencent, Nsinga passe à l'intérieur où était Tshisekedi, Tshisekedi vient à la justice, etc. Donc après un certain temps, je dis non, c'est pas possible. J'ai pas envie d'être magistrat, j'ai pas fait ma formation pour ça et je refusais ça par principe parce que j'estimais que la magistrature était corrompue et je n'avais pas envie personnellement d'aller dans ce corps pour ne pas être en contradiction avec mes convictions. Et voilà comment je me retrouve à Kenge pour revenir à la question que vous aviez posée. Ouais. Mais après un certain temps, bon, j'avais ma façon, ça n'a pas duré très longtemps, j'avais ma façon de comment dire, de voir les choses. De voir les choses. J'étais magistrat, donc j'entendais être un magistrat intègre. Et j'ai été confronté à des situations où systématiquement j'ai défendu la population. Une anecdote? Oh, une anecdote. Une anecdote. Un jour, il y a un député national de la région
qui s'est approprié la femme d'un pauvre citoyen qui n'était que moniteur, instituteur. Alors, le bon citoyen revient à sa maison, on lui dit « Oh, elle est avec son amant, d'ailleurs ils sont passés chez votre belle-sœur et tout ça. » Le pauvre instituteur va chez sa belle-sœur et depuis la rue il dit « Bon, je viens chercher ma femme pour qu'elle me donne la clé de la maison. » Le député sort, il envoie ses gardes qui tabassent le pauvre type, hein, il le tabasse bien, il lui casse un bras, et puis la police sépare les gens, etc. Et l'affaire arrive au tribunal où je siège. Bon, parce que alors, j'ai les informations nécessaires là-dessus. Cette affaire, c'est moi qui traitais, il y avait un juge-président, mais c'était moi qui étais responsable de ce dossier. Et j'y tenais. Et j'ai dit, voilà, dans le cas des procédures juridiques, j'ai fait convoquer le député. Il a dit, il m'a défié, il a dit que je ne pouvais rien faire parce que il avait l'immunité parlementaire. Et pourtant, l'immunité ne joue pas dans pareil. Je vais abréger sur cette affaire. Donc, j'interroge le député. Il est très impressionné parce que tout d'un coup, il y a des gens qui sont venus de partout, des villages avoisinants. Le tribunal était plein. Il disait, ah, mais il y a un jeune magistrat là, lui, au moins, il nous défend contre ces prédateurs de politiciens. Et bon, le député est arrivé devant le tribunal, il bafouillait, etc. Et puis, bon, je l'ai laissé aller. Et quand toutes ces histoires-là sont arrivées à Kinshasa, on dit, bon... Et puis, il faut savoir aussi que pendant cette période, le régime Mobutu traquait les anciens maquisards dans le Kwango Kwilo. À l'époque de Moulélé. À l'époque de Moulélé. Et tous les jeunes, et il y avait beaucoup d'armes qui circulaient. Et je reconnais aujourd'hui que, sachant ce qui se passait, nous avions des instructions au tribunal. Chaque fois que vous arrêtiez, qu'on nous amenait des jeunes qui avaient été pris avec des armes, soit dans une rixe, dans une bagarre et tout ça, dès qu'il y avait une arme, nous devions les déférer à Kinshasa, où généralement ils étaient exécutés sans autre forme de procès. Ça, c'est les dessous du régime Mobutu. Mais moi, je ne pouvais pas faire ça. Quand j'avais affaire à des jeunes qui étaient pris dans ce genre de choses, je convoquais les parents, en m'entourant d'un certain nombre de précautions, je convoquais les parents, je leur faisais la morale, je confisquais ce qu'il fallait confisquer, et je les renvoyais pour qu'ils éduquent mieux leurs enfants, pour qu'ils n'aillent pas dans les bagarres avec des armes, etc. Ça a commencé à sentir mauvais. Mais et après, vous avez quitté... Comment avez-vous quitté? Et j'ai quitté en ce moment-là. J'ai dit, je n'en pouvais plus de rester dans ce contexte. Ma vie était menacée tous les jours. La vie de ma femme qui était restée à Kinshasa et les enfants étaient menacés tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en ce moment-là, avec des amis ayant la même philosophie que nous en Europe, mais qui travaillaient à Kinshasa, on discutait beaucoup avec des gens comme le professeur Verhagen et d'autres, et sachant que j'étais très mêlé dans la vie politique des 5 ou 6 ou 7 dernières années, et qu'ils publiaient toute l'histoire politique du Congo, ils m'ont proposé d'aller... non, CRISP, je vous montrerai cela après. Ils m'ont proposé
une bourse tout à fait normale, une bourse de recherche, pour aller travailler au CRISP à Bruxelles pendant 6 mois pour rédiger Congo 68, pour participer à la rédaction de l'ouvrage Congo 68. C'est ainsi que vous êtes venu donc à Bruxelles. Je suis arrivé à Bruxelles, donc on a fait le nécessaire. Je suis sorti, je suis arrivé à Bruxelles, et pendant, à peine j'étais arrivé là, il y a eu les événements de 69, et la première réaction du gouvernement, c'était aller me chercher chez moi pour m'embarquer. Ils n'y ont trouvé que ma femme. Donc, ils n'étaient pas suffisamment coordonnés pour savoir que j'étais sorti tout à fait normalement, avec un laissez-passer de la sûreté. Bien sûr, on avait des camarades de promotion et d'autres qui étaient chefs de section à la sûreté dans différentes administrations, puisqu'ils venaient de l'ENA. Et que tout en étant engagés dans les services gouvernementaux, ils n'en conservaient pas moins un bon souvenir des luttes étudiantes. Ce qui fait que j'ai pu sortir tout à fait normalement. Il y a même des amis qui travaillaient à la sûreté qui sont venus pour s'assurer que je sortais. Et alors quand on s'est rendu compte de ça en essayant d'aller m'attraper, que j'étais déjà parti, on a essayé d'arrêter ma femme pour m'obliger à revenir de Bruxelles. Elle a refusé de se laisser emporter. Ça s'est arrêté là, le temps qu'ils reviennent. Il y a eu quand même une mobilisation, et il y a un groupe d'étudiants, de militants, comme nous pouvions les appeler, qui sont allés chez moi jour et nuit pour veiller sur ma petite famille. C'était la camaraderie à cette époque-là. Et ça nous a laissé juste le temps de faire sortir ma femme dès que possible. Elle a arrêté son travail, puisqu'elle enseignait. Elle a tout arrêté du jour au lendemain. Et dans les 10-15 jours qui avaient suivi, elle m'a rejoint à Bruxelles. Et je ne pouvais plus. Je me suis retrouvé en exil forcé. Et en même temps, puisque le gouvernement congolais participait au financement de ces publications du CRISP, ils ont décidé d'interrompre, de couper leurs subventions au CRISP. Ils ont exigé de récupérer tous les manuscrits que nous avions faits à l'époque sur le Congo 68. Et voilà, et le CRISP, après mon travail, j'ai remis mes manuscrits. Ils ne pouvaient pas me garder, bien entendu. Et puis le temps était révolu. Et je me suis retrouvé comme ça à Bruxelles. J'ai dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne peux pas rentrer au Congo. Je me trouve en exil forcé. Et je suis allé m'inscrire à l'université de Bruxelles. Pour finir... Pour redevenir étudiant. Vous avez mené ces études jusqu'au bout? J'ai mené les études jusqu'au bout. J'ai fait une licence spéciale en criminologie, puis j'ai fait une spécialisation en droit international. Et au moment, on s'apprêtait, au moment où je préparais une thèse, j'avais une proposition comme professeur assistant au Centre de droit international, qu'on appelait Centre Solvay. Mais le gouvernement, Mobutu, avait un bras très long par rapport à ce genre de choses. Il a fait capoter ça. Donc je n'ai pas pu commencer une carrière d'enseignant à l'université de Bruxelles. Alors, bon, ben, en attendant, j'étais là. Et en 1971, c'est-à-dire 2 ans après, il prend une loi sur l'authenticité, appelons-les comme ça. Oui. La loi sur l'authenticité, où on devait se débarrasser de prénoms occidentaux et ne garder que des noms congolais. Quelle était votre perception par rapport à cette loi? Mais je ne pouvais pas être d'accord, parce que je trouvais que c'était de la fumisterie. C'est pas ça qui résolvait le problème du Congo. Mais je termine juste ça parce que
je suis resté sur, sur mes positions, y compris par rapport à toutes ces lois. Quand j'étais à Bruxelles, on a réorganisé l'ensemble du mouvement étudiant pendant que j'étais à l'université. Et une fois, juste une anecdote, je suis invité à l'association des juristes, à l'association des juristes démocrates ou quelque chose comme ça, dont étaient membres des gens comme Jules Chaumet, beaucoup d'avocats, beaucoup de magistrats, etc. Et moi, je disais que j'étais magistrat du Congo, je n'avais jamais été révoqué, donc en tant que juriste, voilà. On m'invite pour faire une conférence, j'étais le conférencier du jour, dans une conférence dîner, et voilà, on m'envoie la JMPR pour venir m'agresser. Mais comme c'était beaucoup de camarades, de jeunes gens, on connaissait, mais ils viennent au restaurant où on faisait, où il y avait des avocats, des magistrats et tout ça, et notamment le vieux Jules Chaumet et ses enfants qui étaient aussi avocats. La JMPR débarque dans ce restaurant, mais ils me disent entre nous, bon, frère, hein, on va régler leur compte. Bisso va foutre bisso. Alors, j'ai dit, bon, mais c'est quand même pas sérieux. Bon, ils ont bousculé les gens, on a appelé la police, on les a dispersés, et puis on a reporté la conférence à une autre date. Je l'ai tenue avec des policiers, des quarts de police qui gardaient, etc. On peut trouver la trace de tout ça dans le journal des tribunaux de Bruxelles. Donc c'est des faits qui sont marqués. C'était le dernier fer que j'avais rompu avec le régime de Mobutu. Et entre-temps, tout à fait par hasard, au centre de droit international, pendant que j'attendais de savoir si je devais encore me faire un autre diplôme ou je ne sais pas quoi, en attendant de faire je ne sais pas quoi, il y a un concours qui est ouvert au Bureau international du travail pour des postes de juristes. Bon, on affiche ça à la faculté de droit, je m'inscris au concours. C'est des concours qui passaient dans le monde entier, dans tous les pays membres. Il y avait 6 ou 10 postes, mais on devait publier la vacance de poste dans tous les pays membres. Et puis après, il fallait peser ceci, cela, etc. J'ai participé à ce concours. Au bout de quelques mois, en attendant le résultat, on me dit, bon, ben voilà, comme vous avez participé au concours, on n'a pas encore les résultats, mais vous avez déjà passé une ou deux premières sélections. Est-ce que vous seriez intéressé à un poste pour 6 mois d'expert au Bureau international du travail à Genève? Donc c'est pas Mobutu qui vous a fait... Rien à voir là-dedans. C'est ce qui a été raconté. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas raconté, hein? Voilà. Parce que si vous savez ce qui s'est passé par la suite, vous verrez que... On va partir sur Mobutu. Ça c'est bien. Alors, la batterie est finie? Dites qu'est-ce qu'on n'a pas raconté, qu'est-ce qu'on a raconté d'autre qui vous a choqué? Non, on a raconté parce que c'était pas courant de voir des Congolais dans l'organisation internationale. Et à l'extérieur, on pense toujours que les fonctionnaires internationaux, ce sont des fonctionnaires qui sont envoyés par leur gouvernement. Pourtant, ils ont notre statut. Il y en a qui viennent, qui sont recrutés à partir de leur gouvernement, etc. Mais là, je suis vraiment passé par le chat de l'aiguille, sans même le savoir. J'ai participé à un concours, j'arrive, je travaille 6 mois comme expert, et donc il y avait environ 1 année qui passait avant de connaître les résultats du concours dans tous les pays. Moi, j'avais passé le concours à Bruxelles, avec des candidats qui venaient des pays nordiques, de Hollande, Suède, Norvège, Belgique, etc. Donc j'étais dans cette histoire-là. Mais quand on me propose de venir comme expert pour travailler dans un des services juridiques du BIT, je viens. D'autant plus que j'étais au chômage, je ne savais plus quoi faire. Je viens, je travaille pendant 6 mois. Vers le 5e mois, les résultats tombent. C'était 1 an après le concours.
On me dit, je suis reçu. Mais il faut préciser que dans la sélection finale, c'est en ce moment-là qu'on tient compte de l'équilibre régional. On regarde si le quota de votre pays, de votre continent, etc. Parce que les Américains ont droit à autant de fonctionnaires, les Français à autant de fonctionnaires, tel et tel pays, les Africains peut-être à 1 ou 2 fonctionnaires. C'est en fonction du niveau de cotisation dans l'organisation. Exactement. Alors, nous allons faire un grand bond dans l'histoire avant de venir dans l'histoire moderne. Je termine juste ça. Et donc, on a constaté que le Congo n'était pas représenté. Il y avait une place pour le Congo. Et j'ai été retenu. Et dans les procédures de l'époque, au bout d'une année, j'étais devenu fonctionnaire permanent. Le gouvernement congolais a joué des pieds et des mains. On a détaché même quelqu'un de service de sûreté qui est venu me coller au basque ici. Ils ont tout fait. Ils vont là-bas pour dire non, vous n'avez pas le droit. Non, non, non. Ben, il a rempli toutes les conditions. Maintenant, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça, il n'y a pas de raison. Et c'est comme ça que je suis resté. Et en tant que fonctionnaire international, bien entendu, bon, j'étais déjà depuis plusieurs années en exil sans rentrer au pays. Je devais quand même petit à petit harmoniser mes relations avec le pays. Et j'ai commencé à rentrer au pays au bout de plusieurs années. En mission, etc. Et avec mes convictions, j'ai fait un certain nombre de choses au pays dont... Donc par exemple quoi? Donc par exemple, casser ce qui s'appelait les syndicats uniques. Et quand on s'approchait, quand il y avait de plus en plus de protestations au Congo dans les milieux des travailleurs, etc., à un moment donné, dans le cadre des mécanismes de l'OIT, connaissant la situation au pays, j'ai conseillé les syndicats du pays pour qu'ils puissent être reconnus comme étant des syndicats légitimes. C'est comme ça, mais ça c'est une longue histoire. Ouais, alors on fait un grand bond dans l'histoire. Oui. En 1980, les 13 parlementaires écrivent leur lettre à Mobutu. Oui. Savez-vous de cette histoire, disons la naissance de l'UDPS? Parce que vous êtes de l'opposition en quelque sorte, vous vous opposez au gouvernement, ceux qui ont cheminé avec Mobutu rompent avec lui. Oui. Comment l'avez-vous perçu? Je l'ai perçu très positivement, j'ai dit c'est l'histoire en marche. Mais je n'étais pas partie prenante, je n'étais pas au pays, j'étais fonctionnaire international ici. Et puis un jour, Tshisekedi, qui est, comment dire, il devait être président de l'Assemblée nationale ou quelque chose comme ça. Il vient à une réunion interparlementaire ici, qui avait lieu notamment dans l'enceinte du BIT. Et je vais le saluer poliment, comme c'est quelqu'un qui a de la mémoire, et que je lui reconnais cela, hein, quand il avait été question de mon détachement pour aller travailler au CRISP à Bruxelles. Il était déjà en dissidence par rapport au régime, mais ça ne se savait pas. Je le saurai plus tard. Moi, je suis allé le voir, je dis, quand je suis exilé à Kenge, là, j'ai dit, mais moi, je vais aller travailler là, je ne fais plus de la politique, je suis magistrat, il faut qu'on me foute la paix. Hein? Un jour, il m'a dit, va là-bas, il paraît que tu désertes ton poste. Si Mobutu est en train de venir à Kenge, il faut qu'on te trouve là. Si tu es là, je vais bien discuter, mais après. Je suis rentré une nuit à Kenge. Hein, le lendemain, Mobutu est venu avec tous ceux qui l'accompagnaient. Ah, mais vous êtes là? Apparemment, les services avaient dit que je n'étais pas là, j'étais en train de faire n'importe quoi ailleurs.
Et on constate, il avait bonne mémoire, Mobutu, je ne le connaissais pas personnellement, mais on avait dû le briefer. Il arrive et il était accompagné de Singa, hein, qui était l'ennemi mortel du mouvement étudiant. Il avait été le président du comité auquel nous avions succédé en 63, et il était plutôt hargneux. Hein. Il nous a poursuivis de sa vengeance pendant... Et une fois que Mobutu était passé, j'étais rentré et j'avais demandé à Tshisekedi de me détacher. Ce qui fait que ce n'est pas un arrêté ministériel que M. Tshisekedi, ministre de la Justice, m'a permis d'être affecté à l'Office national de recherche pour le développement. Et c'est dans ce cadre-là que je suis allé à Bruxelles au CRISP. Donc, et c'est comme ça que je suis sorti du Congo officiellement. Donc, lorsqu'il vous a vu, donc quand il le voit, je lui dis, il me dit, mais c'est depuis que j'avais signé. Je dis oui, oui, oui. Depuis lors, donc j'ai fait mes études à Bruxelles. Maintenant, je travaille là, dans cette maison. Hein? Je dis, ah, mais c'est très bien. Et si vous regardez son parcours... Et nous l'avons invité. Ensemble, la communauté congolaise et tout ça, je ne sais plus, ce n'était pas chez moi en ce moment-là, je le recevrai chez moi ici plus tard. Et puis, il nous dit, ça c'était juste avant l'histoire que vous avez posée des 13 parlementaires. Bon, les Congolais disent, oui, mais chez nous, ça ne va pas, ceci, cela, il faut Mobutu. Il nous donnera cette réponse à ceux qui s'agitaient. Mais vous savez, Mobutu, c'est un morceau coriace. Hein, il ne faut pas parler. Si vous voulez combattre contre Mobutu, vous devez savoir que vous devez renoncer éventuellement à votre vie.